Bonjour à toutes et à tous dans un nouveau format aujourd'hui de vidéo, un format déjà différent par le lieu qui n'est pas habituel du fait du confinement, mais aussi par sa durée parce que j'ai quand même de nombreuses choses à vous faire partager, à vous dire. Tout d'abord pour vous expliquer que le travail parlementaire ne s'arrête pas dans la période, que je continue mon travail avec le groupe tout entier. Nous nous réunissons, j'allais dire, plus régulièrement même que précédemment et par visioconférence bien sûr, pour voir comment on peut gérer aujourd'hui cette actualité et être utile dans le moment. Nous avons déjà eu à voter la semaine dernière cette urgence sanitaire. Alors vous avez pu voir que nous n'avons pas voté ce plan d'urgence parce que pour nous, il comportait de nombreux points et ça me permet de revenir sur la fameuse union sacrée avec laquelle on nous bassine depuis quelques jours. Pour nous, pas d'union sacrée, mais dans la République, quelques principes sur lesquels nous sommes attachés et plutôt une unité nationale qui veut dire pour nous la solidarité que nous devons à toutes et à tous, la sécurité et la solidarité, notamment envers les plus faibles. C'est pour ça que nous avons refusé de voter ce plan d'urgence car il mettait à mal un certain nombre de droits, notamment le droit du travail qui aujourd'hui est bien malmené par ce gouvernement. Donc dans cette période, nous nous attachons nous à être utiles à l'intérêt général et utiles aujourd'hui dans ce qu'il est nécessaire de construire, à savoir la planification sanitaire qui s'impose à toutes et à tous au regard de l'urgence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit à quel point nous ne sommes pas entendus sur ce point-là et à quel point aujourd'hui encore, il est très compliqué, notamment pour les personnels soignants, d'avoir des masques en nombre. Ça, c'est un problème de planification sanitaire. Rien n'est prévu aujourd'hui pour arriver à faire face à la demande. Aujourd'hui, ici, même en Nouvelle-Aquitaine, le stock, la dotation d'État est arrivée, je l'ai appris il y a quelques heures, c'est un peu plus tout confondu, 2,8 millions de masques qui ont été livrés sur la dotation et puis une collecte qui a été faite au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine et qui a permis de collecter 900 000 masques parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire face. Jusqu'à des collectes qui vont, je vous l'indique, dans les infirmeries des établissements scolaires pour arriver à gratter des stocks de 10, 20, 30, 40 masques. Le problème, c'est qu'on nous dit aujourd'hui il y a une dotation qui est arrivée de plusieurs millions de masques, mais ce que l'on ne nous dit pas, c'est combien il en est utile chaque semaine et qu'il va falloir plutôt que gérer une dotation une fois, voir comment on alimente ce flux de masques absolument indispensable pour toutes et tous, pour déjà les soignants, qu'ils puissent travailler de manière sûre, et toutes les professions aussi paramédicales, et je pense notamment à ceux qui m'ont alerté, les infirmiers, les infirmières, mais également les transporteurs sanitaires, les ambulanciers, les ambulancières. Ça, c'est la première chose sur l'histoire de ces masques. Aujourd'hui, l'État n'est pas en mesure de nous dire combien de masques et à quel délai il pourra assurer le stock nécessaire, le flux nécessaire pour gérer cette crise. La deuxième question que l'on se pose, et j'ai quelques réponses à proposer, c'est l'affaire de ces tests. Pouvoir tester massivement la population pour arriver à isoler et à anticiper l'isolement des personnes qui sont malades. Alors aujourd'hui, on nous dit c'est impossible de réaliser massivement des tests pour une raison qui est bêtement matérielle, encore une fois, c'est le problème des réactifs chimiques destinés à faire ces tests. Alors moi, je m'étonne qu'aujourd'hui encore, l'État ne soit pas en mesure de produire ces tests ou de savoir au moins si des réactifs chimiques sont disponibles. Ils s'étaient soi-disant réunis il y a 20 jours exactement, le 5 mars, pour un conseil des ministres exceptionnel, un conseil de défense l'avait-il appelé, pour gérer cette crise du coronavirus. On voit que 20 jours après, rien n'est fait. Et ce jour du 5 mars, la seule chose qu'ils avaient décidé, c'était de nous mettre un 49.3 sur la réforme des retraites. Alors sur ces affaires des réactifs pour les tests, ici en Nouvelle-Aquitaine, nous avons une entreprise dans les Pyrénées-Atlantiques qui s'appelle Sanofi. Et je n'ai pas vu que le ministre de la Santé ait réquisitionné ou au moins demandé à Sanofi la liste des réactifs chimiques dont il disposait dans ces unités de production pour savoir s'il était à cet instant possible de produire des tests en masse. Voilà cette question
de solidarité et de planification sanitaire dont il est question. Et ça me paraissait le premier point important à vous expliquer et dire qu'aujourd'hui nous sommes face à un gouvernement qui n'a pas anticipé et ne gère pas comme nous souhaiterions qu'il le fasse, à savoir en planifiant, en réquisitionnant les entreprises. On peut aussi parler de l'entreprise Luxfer qui a été fermée par son actionnaire alors qu'elle produisait des bouteilles d'oxygène. Les salariés sur place sont prêts à reprendre la production pour alimenter les hôpitaux. Sur cette question de la planification sanitaire, je voulais vous dire que c'est une idée, c'est pas une idée qui m'est tombée sur le pied ce matin quand je me suis levé, mais c'est quelque chose que je défends depuis maintenant 3 ans et les gens qui me suivent le savent. Je me bats notamment pour le maintien de l'hôpital Robert Picqué ici sur la circonscription, hôpital qui a pour vocation de soigner sur un bassin de vie de plus de 200 000 personnes. Aujourd'hui, on voit que c'est absolument indispensable, c'est un hôpital d'instruction des armées, que cet hôpital, cet établissement soit maintenu d'une manière pérenne, parce que nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de places pour pouvoir accueillir des malades en cas d'urgence, en cas de besoin. On m'a souvent rétorqué depuis 3 ans que finalement, plus besoin d'avoir tous ces lits disponibles, que l'hospitalisation à domicile se substituait très bien et que des lits avaient été transférés dans l'hospitalisation à domicile. Qu'est-ce que c'est l'hospitalisation à domicile? En 2 mots, c'est des soignants qui ont des voitures mises à disposition par l'établissement de soins, et ici la maison de santé Bagatelle, et qui vont chez les gens pour les soigner chez eux. Mais ce n'est absolument pas des lits qui physiquement existent sur des sites hospitaliers. Donc je voudrais que ces gens tellement intelligents m'expliquent aujourd'hui comment ils vont installer des lits de réanimation avec des respirateurs à l'arrière des Clio de l'hospitalisation à domicile. Je vous le dis d'une manière un peu humoristique, mais ça n'est pas drôle du tout. Moi, en tout cas, je trouve ça pas très sérieux de prendre les choses de cette façon. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps que tous les politiques décident. Et je me fiche qu'ils reconnaissent que j'ai raison ou que j'ai tort, ce n'est pas la question. Mais qu'aujourd'hui, il est bien sûr indispensable que l'hôpital Robert Picqué soit maintenu d'une manière durable sur la circonscription pour soigner les gens qui en ont besoin. Ça, c'est pour l'aspect sanitaire. Il y a un deuxième volet sur lequel je voulais revenir vers vous et vous donner quelques explications. C'est sur l'affaire de l'éducation nationale, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir aujourd'hui vos enfants à la maison. Et il est beaucoup question, le ministre Blanquer nous rebat les oreilles avec cette histoire de continuité pédagogique. Alors, je voudrais déjà rassurer les parents, notamment ceux qui ont des enfants les plus jeunes qui sont en primaire. La continuité pédagogique, c'est une vue de l'esprit de M. Blanquer. La continuité pédagogique, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'enseignants face à vos enfants. Professeur des écoles, c'est un métier, la pédagogie, ça s'apprend, et vous ne pourrez pas remplacer les enseignants, même si vous faites ça avec beaucoup de cœur et beaucoup d'attention portée à vos enfants. Donc soyez aussi un peu détendus par rapport à ça. Quand vous avez des élèves en primaire, aujourd'hui, s'il manque 4, 5, 6 semaines d'école, les savoirs essentiels, ils ne les apprendront pas dans cette période-là. Ça n'est pas possible. Par contre, ils les apprendront après, et nos enseignants sauront après leur apprendre les savoirs essentiels. Et puis pour vous dire que, notamment si vous avez des enfants en CM1 ou en CM2, le cycle complet, le cycle 3, ils l'appellent, va jusqu'en 6e. Donc ça veut dire qu'il y a du temps encore pour pouvoir acquérir ces savoirs fondamentaux qui sont nécessaires entre le CM1, le CM2 et la 6e. Vous voyez qu'il n'y a pas d'urgence à vous affoler là-dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est accompagner au mieux vos enfants dans la vie quotidienne quand vous les avez à la maison, faire des choses simples de la vie, des moments pédagogiques aussi, faire la cuisine avec eux, peser des ingrédients, c'est aussi des mathématiques, c'est de la physique, il y a plein de choses intéressantes. Et passer aussi un message de fait aux enseignants, aux professeurs des écoles, qui sont mis sous une pression terrible du ministère, où on leur dit justement au nom de cette continuité pédagogique, envoyez beaucoup de devoirs régulièrement à vos élèves, appelez-les, même c'était la trouvaille récente, c'était hier du ministre Blanquer, appelez
vos élèves, chaque semaine, il faut que vous ayez appelé tous les élèves et c'est que quelques appels par jour, vous pourriez le faire. Donc M. Blanquer n'a jamais enseigné, n'a jamais été en situation, parce que d'abord, il devrait savoir que les enseignants ne disposent pas déjà du matériel pour faire ce travail-là en télétravail. Les espaces numériques, tous les supports numériques aujourd'hui ne sont pas dimensionnés, ils n'ont pas de matériel informatique à disposition, ils travaillent aujourd'hui chez eux, depuis chez eux, avec leur propre matériel, et vous leur demandez d'appeler des élèves, c'est de la même façon, avec leur téléphone, avec leur forfait téléphonique qui parfois sont limités, et donc ça, ce n'est pas acceptable de faire peser la pression de l'institution sur les seuls enseignants qui sont déjà bien essorés et auxquels vous refusez depuis de longues semaines, de longs mois, de revoir les conditions d'exercice de leur métier, de revoir leurs salaires qui sont aujourd'hui juste indécents. Donc voilà, c'était le message aussi que je voulais adresser aux enseignants. Je vous soutiens face à l'administration et face notamment au ministre Blanquer qui invente un hashtag par semaine. Aujourd'hui, c'est Nation apprenante, c'est juste complètement déconnecté. Moi, je pense qu'on pourrait inventer un hashtag qui serait ministre délirant, parce qu'aujourd'hui, c'est du délire complet sur ce qui vous est demandé à l'éducation nationale. Voilà. Et les parents, je vous invite à ne pas surcharger non plus ou à sursolliciter les enseignants qui font au mieux dans la période. Ils ont aussi leurs enfants, eux, à la maison. Et donc, aujourd'hui, tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et tout ça sera sans aucun doute rattrapé après. Pour ceux qui ont des enfants plus grands, et moi je suis dans ce cas-là, j'ai un adolescent à la maison qui passe son bac théoriquement à la fin de l'année. Ce sont des élèves qui sont plus autonomes. On peut les accompagner autant que faire se peut pour qu'ils essayent de travailler un petit peu chez eux. Mais on verra aussi à l'issue de cette période comment les épreuves seront adaptées, reportées si nécessaire. Et pour vous dire que toute cette période, c'est aussi une période où il faut faire très attention à ce que toutes les disparités sociales ne soient pas, les écarts ne soient pas encore creusés par les possibilités qu'ont les parents d'aider ou pas leurs enfants. L'éducation nationale, elle veille à l'égalité de l'enseignement de tous nos enfants, ceux qui peuvent être accompagnés à la maison ou pas, ils doivent avoir la même égalité devant l'éducation nationale. Et ce système que M. Blanquer est en train d'essayer de bricoler ne répond pas à cet impératif. Ça, c'était pour la partie enseignement, pour rassurer notamment les parents. Ne vous faites pas de bile, nos enseignants sauront faire tout à fait le nécessaire à l'issue de cette période de confinement pour que les savoirs fondamentaux nécessaires soient acquis. Enfin, je voudrais revenir sur les dernières déclarations des ministres par rapport au travail. Alors il faut rester chez soi, puis il faut aller travailler, etc., etc. Nous avons demandé depuis maintenant plus de 8 jours à la France Insoumise à ce que la liste des tâches qui sont absolument essentielles à la survie des concitoyens et des concitoyennes soit établie, à savoir qu'est-ce qu'il est aujourd'hui impératif de maintenir. On a parlé des soins, ça c'est impératif de le maintenir. Est-ce qu'il est aujourd'hui urgent, utile, comme l'a dit Madame Pénicaud, que des grues fonctionnent pour construire des murs en béton dans le BTP? Je ne pense pas que ça soit utile, d'autant que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Cette personne n'a jamais non plus mis les pieds sur un chantier. Les mesures de distanciation sociale, ça n'existe pas sur un chantier du BTP. C'est absolument impossible dans la majorité des cas. C'est du travail d'équipe où voilà, les gens sont les uns avec les autres pour aider à des tâches physiques souvent très difficiles. Donc ça nous amène à définir quelles sont les tâches essentielles. Et on voit aujourd'hui que nous sommes face à un écueil de ce système libéral. Et l'exemple le plus criant, et je voudrais parler de ça, parce que ça parle aussi de notre alimentation, c'est le ministre de l'Agriculture qui, hier, nous a appelé à une grande mobilisation pour aller produire les biens agricoles dont nous avons besoin. Alors c'est absolument incroyable parce que ce monsieur, de fait, aujourd'hui, dans cette situation, il est échec et mat. Échec et mat parce qu'aujourd'hui, on voit que le système industriel, le système agricole ne permet pas de faire face aux besoins d'autonomie alimentaire du pays, à savoir qu'on a industrialisé ce modèle agricole et qu'aujourd'hui, il repose sur des choses tout à fait incroyables. Par exemple, pourquoi M. Didier Guillaume fait appel à 200 000 personnes pour aujourd'hui aller faire les récoltes dans les champs? Parce qu'avant, cette tâche, elle était dévolue
à des travailleurs détachés qui venaient notamment de l'Est de l'Europe, travailleurs détachés qui sont les esclaves de ce système industriel, qui viennent ici travailler dans des conditions sociales incroyables, avec des cotisations qui sont payées dans leur pays, au mieux, parce que bien souvent, comme ce sont des gens qui ne parlent pas notre langue, qui ne connaissent pas leurs droits non plus dans le pays, sont aussi victimes massivement de fraude et sont surexploités. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la période pour assurer ça? C'est effectivement si on décide collectivement que l'alimentation, la production agricole donc, est un bien essentiel, stratégique pour le pays, alors il faut pourvoir à ces tâches. Et il y a une manière qui doit être prise. C'est que d'une part, pour commencer, le ministre de l'Agriculture doit faire enfin ce qu'il a refusé depuis 2 ans que je lui réclame, garantir des prix d'achat aux producteurs pour qu'ils aient des revenus décents et que des revenus qu'ils tirent de cette activité agricole de production de notre alimentation, ils puissent également employer des gens aujourd'hui qui pourraient se rendre disponibles. Effectivement, il y a à Pôle emploi aujourd'hui des gens qui sont possiblement intéressés par ce métier et qui pourraient y être formés, parce que c'est quand même aussi un métier auquel il faut se former, à condition d'avoir des salaires décents, à condition, et c'est la condition impérative, qu'ils aient des conditions de sécurité sanitaire aujourd'hui qui soient assurées. Et on revient à cette question de disposer de moyens de protection, de masques notamment, quand il y a des tâches qui doivent se faire avec des contacts entre travailleurs. Et donc il faut que le ministère de l'Agriculture, avec le Premier ministre, prenne les décisions stratégiques, cette planification sanitaire, mais aussi du coup cette planification de production, avec la réquisition, si nécessaire, de production ici sur le sol français, avec les conditions de revenus garantis pour les producteurs, pour les salariés qui pourraient se rendre disponibles. Et c'est quand même incroyable que cette personne, ce ministre, qui il y a quelques semaines encore nous vantait les bienfaits des accords de libre-échange où on déménage les produits agricoles d'un bout à l'autre de la planète, nous appelle hier à consommer français, à produire sur le sol français. Ça fait 3 ans que je n'ai de cesse de dire qu'il faut relocaliser les productions, donner de la dignité, du revenu aux agriculteurs, mais aussi on voit que ce modèle de la monoculture intensive ne tient plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut diversifier absolument les productions et il faut qu'aujourd'hui, tous les services de l'État, du ministère de l'Agriculture, mais aussi des instituts nationaux tels mes anciens collègues de l'INRAE, puissent se mettre à disposition, mais aussi qu'il y ait des réquisitions, par exemple, des grandes entreprises semencières aujourd'hui nationales qui ont sans doute des trésors extraordinaires de semences maraîchères qu'il va falloir aujourd'hui planifier pour les semaines qui viennent, parce qu'il est fort probable que dans les semaines et les mois qui viennent, les échanges de matières premières agricoles ne soient pas aussi fluides que ce que l'on a l'habitude de connaître. Voilà pour cette question-là, et je voulais terminer sur une note optimiste pour vous parler d'alimentation et souligner cette initiative d'une association environnementale ici sur mon secteur qui s'appelle Batavia et qui lance une opération qui s'appelle Légumes USB. Alors c'est un petit clin d'œil, USB veut dire urbain, sauvage et bio. Ça vous invite chacun à aller sur votre temps où vous pouvez sortir, peut-être avec vos enfants, et c'est aussi ça la pédagogie que vous pouvez faire avec eux, c'est aller sur le chemin de la boulangerie quand il y a un espace vert public qui est disponible, y semer une petite graine de salade ou des légumes comme, de ce type-là avec vos enfants, et en fait mettre dans l'espace public, remettre des fruits et des légumes, et puis y retourner le lendemain, arroser. Et vous verrez que c'est une vertu pédagogique pour vos enfants de découvrir comment on pousse aujourd'hui nos légumes, nos fruits. Et puis je trouve que c'est tout à fait intéressant de remettre cette question de l'alimentation au centre de notre vie. Donc vous pouvez retrouver cette initiative, c'est sur un site que vous retrouverez qui s'appelle Batavia Project. Vous tapez ça sur vos moteurs de recherche, vous trouverez cette initiative. Vous pouvez géolocaliser là où vous mettez, vous libérez des légumes dans l'espace public. Voilà, c'était une petite note sympathique et optimiste pour terminer cette vidéo. Je reviendrai vers vous très prochainement pour faire un nouveau point. D'ici là, je vous invite à être prudent, à prendre soin de vous et de vos proches et à rester chez vous, bien sûr, au maximum. Et puis surtout, par rapport à cette question de la sécurité sanitaire, si vous êtes amené à aller au travail,
Jaugez bien si c'est absolument nécessaire, essentiel, et jaugez-le avec vos collègues. Réunissez-vous sur vos lieux de travail, faites des assemblées, bien sûr pas en respectant les distances, pas les uns contre les autres, pour que vous puissiez décider vous-même sur vos lieux de travail si les conditions de sécurité sont réunies et si votre travail est absolument essentiel dans la période aux activités stratégiques dont nous avons besoin aujourd'hui. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.